qu'on est en train de faire dans le système pharmaceutique, c'est l'application du management stratégique. C'est ça, non? Vous avez bien vu cette démarche. Il y a eu des problèmes. C'est ça, non? Problème, défi, c'est ça? Défi, orientation stratégique, grande ligne d'action, c'est ça, non? Mais il a présenté aussi des opportunités. C'est ça, non? C'est cette démarche que nous, on a faite. C'est ça, non? Donc ce qu'elle a fait, normalement, vous devez pouvoir classer dans tout ce qu'il a mis comme problème au début, ce qui relève des ressources et ce qui relève des compétences. C'est ça, non? Ressources matérielles, ressources humaines, ressources financières, ressources immatérielles. Les compétences humaines, organisationnelles et processus. C'est ça, c'est ce qu'on a appris, non? Hein? Et puis, dans les externes, dans les opportunités, il faut classer ce qui relève de la politique, c'est ça, non? Du législatif, de l'économique, c'est ça, non? Du socio-culturel, des technologies. Il a tout. Donc, vous devez, dans votre tête déjà, vous retrouver dans cette structuration des choses. Nous nous sommes accordés pour passer 2 journées ensemble à naviguer au sein du système pharmaceutique. D'accord? Et nous sommes à mi-parcours. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble? Nous avons vu que le médicament était important pour chacun de nous. Parce que pour bien nous porter, nous devons avoir du médicament. Mais nous avons vu aussi que le médicament était important pour le système de santé. Parce que notre système de santé ne peut être qualifié de fonctionnel que s'il y a du médicament, à côté des 5 autres piliers. Mais nous avons vu aussi que le médicament était important pour le développement de notre pays, le développement de notre communauté. Parce que si nous n'avons pas de médicaments, nous n'allons pas bien nous porter. Et tous les efforts que l'on devrait faire pour le développement seraient vains, puisque l'acteur principal chargé de mettre en œuvre ce développement ne se porte pas bien. Et nous avons vu que lorsque l'on prive une personne de son médicament, on le prive d'un de ses droits fondamentaux. Parce qu'il ne peut pas, à ce moment-là, jouir d'une bonne santé. Lorsqu'on prive quelqu'un de médicaments, on commet un crime contre les droits de l'homme. Et enfin, nous avons vu que si on ne règle pas le problème de l'accès aux médicaments, on nous maintient dans la pauvreté. D'accord? Et une fois qu'on a vu cela, on s'est demandé alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ayons le médicament et le bon médicament. Pour que nous puissions justement nous jouir de nos droits, mais ensuite que le système de santé soit fonctionnel et que nous puissions contribuer au développement de notre pays. Il faut donc que l'on puisse garantir que les médicaments soient disponibles là où on en a besoin. Il faut que l'on garantisse que les médicaments soient de qualité, que les médicaments ne coûtent pas cher et que ceux qui sont chargés de son utilisation soient correctement formés. Qu'il s'agisse de ceux qui vont prescrire, de ceux qui vont dispenser, de ceux qui vont gérer et de ceux qui vont consommer des populations. Et tout cela, nous devons le mettre dans un cadre, ce cadre que l'on appelle la politique pharmaceutique. Qu'il s'agisse d'une entité comme un hôpital, qu'il s'agisse d'une communauté,
qu'il s'agisse d'un État, les orientations que l'on doit donner pour permettre de garantir un accès aux médicaments pour les populations concernées se retrouvent au sein de la politique pharmaceutique de l'entité. D'accord? Mais pour élaborer cette politique, il faut que l'on sache quels sont les problèmes. Et nous avons passé en revue les problèmes auxquels notre pays est confronté. Nous sommes arrivés à un constat que la disponibilité dans notre pays, la disponibilité de médicaments était faible. Nous sommes arrivés au constat que le médicament chez nous, il coûte encore cher. Mais aussi que nous n'avons pas la capacité de garantir que ce médicament, qui déjà n'est pas disponible suffisamment, mais qui coûte cher, n'est pas de qualité. Et nous en sommes arrivés à nous dire qu'il y a encore de grands efforts à faire pour que nous puissions bien utiliser le médicament. Or, pour que le médicament soit efficace, il faut qu'il soit bien utilisé. S'il est mal utilisé, il ne sera pas efficace. Et s'il n'est pas efficace, nous ne pourrons pas avoir une bonne santé. Et si nous n'avons pas une bonne santé, nous ne pourrons pas contribuer au développement. Voilà où nous en étions, n'est-ce pas? Et nous nous sommes dit, à ce moment, mais qui, pour nous aider à participer au développement, qui, pour nous aider à bien nous porter? C'est tous ceux qui, donc, doivent intervenir pour que le médicament soit disponible, que le médicament soit accessible, que le médicament soit de qualité et que le médicament soit bien utilisé. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Vous vous souvenez, la première des choses qu'on a eu à dire hier, c'est qu'un système, c'est un ensemble d'organisations, un ensemble de structures, un ensemble de personnes et leur interaction. Ça, c'est tout système, y compris le système digestif. Le système digestif, c'est l'estomac, c'est les intestins, c'est le foie. Tout se joue, chacun son rôle, mais pour que ce soit un système, il faut qu'il soit en interrelation. Parce que si au moment où le foie doit envoyer ses enzymes, ben, l'intestin n'est pas prêt, on ne pourra pas avoir une digestion. D'accord? Vous vous souvenez, on a appris le réflexe de Pavlov. Quand on a appris le réflexe de Pavlov, il y a des questions qu'on doit se poser. Je vais vous poser une question. Au niveau de la tête, quel est l'organe qui appartient au système digestif? Je m'arrête ici. La bouche. Pourquoi? La mastication. Quel autre organe participe au niveau de la tête? On a dit on est là. L'œsophage. Qui fait quoi? Parce que chacun doit avoir un rôle. C'est pour ça qu'on dit. Quand vous arrivez à table, quand vous voyez la nourriture, vous commencez à saliver. C'est pas ça. Mais cette salive sert à quoi? Dans cette salive, vous commencez à produire des enzymes qui vont commencer à dégrader les aliments depuis la bouche. Est-ce que les yeux n'appartiennent pas au système? Est-ce que les yeux ne sont pas en relation avec les autres organes? D'accord? Quelqu'un a dit les oreilles. Les oreilles participent. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va vous conditionner. C'est pour ça que j'ai parlé du réflexe de Pavlov.
vous savez maintenant que chaque fois que la cloche sonne, il y a encore le campus ici, non? Avec le réfectoire. Bien. À l'époque, quand on enseignait encore ici, il y avait le réfectoire là-bas. Et ça sonnait. Quand ça sonnait, vous voyez certains étudiants, ils tournent la tête, ils deviennent mal à l'aise. Ça veut dire qu'ils ont commencé à saliver parce qu'ils ont entendu la cloche. Et même ceux qui n'avaient pas faim, dès qu'ils entendent la cloche, ils commencent à ressentir la faim parce qu'ils savent que c'est l'heure d'aller manger. Est-ce que l'oreille ne participe pas? Donc, ça veut dire que nous avons des organes directs de mise en œuvre et nous avons des organes, comme on dit, connexes. D'accord? Nous avons un ministère de la Santé. Mais le ministère de la Route peut participer au système de santé. Ça veut dire que le jour où vous voulez élaborer votre politique, il faut associer le ministère des Routes parce que vous avez dit que c'est lui qui doit préparer les routes pour que le médicament arrive là-bas. S'il n'est pas là, on n'aura pas les routes. Et donc, il participe au système. Et donc, nous allons voir ici les organisations, institutions, les ressources. Mais on ne pourra pas les voir tous. Nous allons voir juste ceux qui participent directement, comme on appelle les acteurs clés, qui participent directement. Parce que le système, il est plus large que ce que nous allons voir ensemble. D'accord? Et donc, comme nous avions dit que la politique pharmaceutique, son rôle, c'est de permettre que les populations aient accès aux médicaments. Et donc, notre système pharmaceutique va englober les acteurs qui vont participer donc à la production, parce qu'il faut qu'on ait ce médicament-là, qui vont participer à l'approvisionnement, qui vont participer au stockage, qui vont participer à assurer la qualité et enfin qui vont participer à l'utilisation. Ce sont ceux-là que nous allons voir maintenant. Et on va les regrouper en 4 types de structures, conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés hier. Souvenez-vous, nous avons dit que nous avons 4. Premier, c'est la gouvernance. Deuxième, c'est la réglementation. Améliorer le cadre réglementaire. On l'a dit tout à l'heure. Troisième, c'est l'approvisionnement. Et quatrième, c'est l'utilisation. Donc, voilà les 4 structures, les 4 types de structures que nous allons aborder ce matin. Les structures de gouvernance, c'est-à-dire lesquelles patronnent, lesquelles fixent des orientations et lesquelles supervisent notre système pharmaceutique. C'est normalement, évidemment, c'est sa mission, c'est le ministère de la Santé. Le patron de la pharmacie au Congo, c'est le ministre de la Santé. Et il va déléguer cette mission de gouvernance à la direction de la pharmacie. C'est-à-dire la direction qui est en charge du médicament, la direction qui est en charge de la pharmacie. Chez nous ici, on l'appelle direction de la pharmacie et du médicament. Et c'est cette entité, dans son rôle de responsable du système pharmaceutique, qui va se charger de l'élaboration, du suivi, de la mise en œuvre de la politique. On n'a pas dit que c'est elle qui doit mettre en œuvre la politique. Elle va élaborer dans le travail qu'on a fait,
hier, mais elle va également s'occuper du suivi. Donc, les autres mettre en œuvre et la direction des pharmacies s'assure que les orientations qu'elle avait eu à édicter sont réellement mises en œuvre. C'est là sa première mission. Sa deuxième mission, c'est de coordonner le secteur. Nous avons dit qu'il y avait un gap de coordination hier, n'est-ce pas? C'est la direction qui doit assurer cette coordination-là. Tous ceux qui interviennent dans la mise en œuvre de la politique doivent être coordonnés par la direction des pharmacies. Troisième des choses, c'est elle qui doit suivre les interactions avec les autres pays. Tous les processus d'harmonisation dont on a parlé hier, les initiatives internationales, si l'OMS doit travailler sur l'accès aux médicaments, c'est la direction des pharmacies qui est l'interface. Voilà, comme on dit, les trois missions clés qui doivent être assurées par la direction des pharmacies. Et elle est relayée normalement au niveau départemental par ce qu'on avait dit hier, les unités en charge de la pharmacie. À l'époque, quand on avait commencé à les mettre, on les avait appelés les pharmaciens départementaux. Ce sont eux donc qui doivent assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique au niveau départemental, qui doivent assurer la coordination des intervenants au niveau départemental pour permettre que nous ayons une bonne mise en œuvre de la politique et que nous soyons sûrs que nous progressons vers l'accès aux médicaments. Alors, de façon claire, la direction des pharmacies doit se charger de l'élaboration de tous les textes. Qu'il s'agisse des lois, des règlements, c'est la direction qui établit. Qu'il s'agisse des guides, qu'il s'agisse des directives, c'est la direction qui établit. Parce que c'est elle qui donne les orientations dans le secteur du médicament. C'est là sa responsabilité. Et une partie que dans tout son travail, elle doit accorder une attention particulière aux questions liées à l'accès. Elle fonctionne pour permettre que les gens aient le médicament. Tout le reste qu'elle peut faire tous les matins, tous les soirs, ça ne représente rien si nous n'avançons pas vers l'accès aux médicaments. Donc, ils doivent réfléchir, dire, pour qu'on ait accès, il faut qu'on ait une bonne sélection. Donc, elle ne doit pas dormir si la liste des médicaments essentiels n'est pas à jour. L'orientation donnée par votre collègue, c'était renforcer les capacités de la direction de la pharmacie pour que l'on mette à jour les outils de sélection. Vous voyez donc, c'est sa responsabilité et pas la responsabilité d'un autre. C'est clair? Donc, c'est elle qui, au nom du ministre de la Santé, assure la gouvernance. Deuxième type de fonction sont les fonctions réglementaires. Ces fonctions réglementaires, leur but, c'est de garantir que le médicament soit de qualité. Et cette fonction doit être assurée par ce qu'on appelle une autorité de réglementation pharmaceutique. La direction est une structure de gouvernance, la direction de la pharmacie. L'autorité de réglementation est une autorité réglementaire, c'est-à-dire qui a la responsabilité de garantir
que les médicaments que nous utilisons sont de qualité. Eux, ce n'est pas de savoir s'il y a le médicament. Mais eux, c'est de savoir que le médicament est de qualité, que le médicament est sûr, que le médicament est efficace et que le médicament ne nuit à personne. C'est l'autorité de réglementation pharmaceutique. Et les gens se trompent. Quand on dit autorité, ce n'est pas forcément une entité. Ça peut être plusieurs entités, mais qui concourent à s'assurer que le médicament est de qualité. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et chez nous alors, qu'est-ce que nous pensons être l'autorité de réglementation, notamment pour ceux qui sont au ministère de la Santé? Qui devrait être chez nous en ce moment? Pas dans nos rêves, mais en ce moment. Qui devrait incarner l'autorité de réglementation pharmaceutique? L'inspection générale. Oui. Oui. C'est tout. Alors, nous allons voir ensemble. L'autorité se définit par les missions, les fonctions qu'elle remplit. N'est-ce pas? Et voilà donc les missions que doivent remplir une autorité de réglementation pharmaceutique. Il y en a 8 essentiellement. Et c'est à partir de là qu'on va définir qui réellement chez nous, à l'heure actuelle, peut être considéré comme autorité de réglementation pharmaceutique. La première fonction, c'est l'homologation. On a dit que la qualité des médicaments se vérifie d'abord par la qualité de l'homologation. C'est-à-dire, les médicaments qu'on autorise à entrer chez nous, est-ce qu'ils sont bons? Qui assure ça ici au Congo? La direction des pharmacies, qui est l'organe de gouvernance. Mais c'est elle qui assure ça. Donc, en ce moment, elle est autorité de réglementation pharmaceutique, n'est-ce pas? Deuxième fonction, on a vu, c'est le contrôle de la qualité des médicaments. Qui assure? Toujours la DPM. Qui assure? Normalement, ça devrait être, on a dit, le contrôle de la qualité des médicaments. Ça devrait être le laboratoire de contrôle qualité. D'accord? Troisième fonction, c'est la surveillance et le contrôle des marchés. Qui assure? Personne ne le fait. Quatrième fonction, c'est la pharmacovigilance. Qui assure? On a un service de pharmacovigilance au ministère, mais on a dit qu'il n'y a pas de système. Parce que, pour qu'il y ait système, il faudrait à ce moment que nous ayons des unités de pharmacovigilance dans les hôpitaux, que nous ayons des unités de pharmacovigilance peut-être dans les départements, et que nous ayons des procédures, puisqu'on a dit système, il faut des entités et des interrelations. Que nous ayons des procédures pour dire, quand vous entendez qu'il y a un problème là-bas, envoyez l'information à X, et X va faire ceci. C'est ça qui fait un système. Donc, nous avons dit que nous n'avions pas de système fonctionnel. D'accord? OK. Alors, et l'octroi des autorisations d'ouverture des établissements pharmaceutiques, c'est la DPM qui donne. Donc, elle est autorité de réglementation pharmaceutique. L'inspection pharmaceutique qui assure l'inspection de la pharmacie. D'accord? Donc, elle est autorité de réglementation pharmaceutique. L'encadrement des essais cliniques, je vous réponds, non. C'est là où on se trompe. Je vous ai dit hier qu'on n'a pas de comité d'éthique, mais le comité d'éthique n'encadre pas un essai clinique. Un essai clinique, c'est, comme on appelle, une recherche qui utilise le médicament. L'utilisation de médicaments ne peut être autorisée que par les responsables du médicament.
Vous êtes d'accord avec moi? Le comité d'éthique, ce n'est pas un comité qui s'occupe du médicament. Donc, ils ne doivent pas donner d'avis sur le médicament. Eux, leur avis, c'est sur la protection de la personne humaine. C'est clair? Et donc, chez nous, nous n'avons pas une entité qui s'occupe de l'encadrement des essais cliniques. Il n'y en a pas. Et en fait, la 8e fonction, c'est le contrôle de la promotion, de la publicité et de l'information sur le médicament. Si on met en place une autorité, parce que comme on l'a dit, une autorité peut être une seule entité, comme peut être plusieurs entités. Nous pouvons continuer comme ça, on va dire, nous au Congo, nous préférons que ce soit morcelé. L'inspection continuera à rester à l'inspection, mais on ne pourra pas, si on veut que les choses marchent bien, garder l'homologation à la direction. Il faudra créer une autre entité, donc qui sera la direction des inspections, des homologations, qui s'occupera de l'homologation. On va dire, vous faites et l'homologation et l'encadrement des essais, vous, là-bas. Donc, on va avoir plusieurs entités, on le veut. Le laboratoire de contrôle qualité, dans plusieurs pays, il est rattaché à l'inspection. Dans d'autres pays, il est rattaché à la direction. Dans certains autres pays, il est autonome. Et à ce moment, il fait partie de l'autorité, mais il est autonome avec son DG et tout. Mais quand on dit qu'on réunit l'autorité de réglementation, c'est eux tous là qui viennent. D'accord? Et dans des pays comme cela, très souvent, on nomme, parce que l'inspecteur général de la santé comme étant autorité de réglementation pharmaceutique. Parce que on a plusieurs entités qui s'occupent de la réglementation, mais qui sont éparpillées. Or, au niveau du ministère de la Santé, le responsable de la réglementation, celui qui est chargé de veiller à la réglementation, c'est l'inspecteur général de la santé. Donc, si on a plusieurs entités éparpillées, c'est souvent des DG, c'est des ceci, on ne peut pas prendre un inspecteur de pharmacie pour en faire, non. On prend l'inspecteur général de la santé et c'est lui qui devient le patron de l'autorité de réglementation pharmaceutique. Mais la tendance actuelle, et tous les pays, en Afrique de l'Ouest, pratiquement tout le monde est passé là-dedans. En Afrique centrale, ça commence à venir, le Gabon l'a fait, comment on appelle, la RDC l'a déjà fait, le Tchad est en voie de le faire, c'est de passer à une autorité de réglementation unique qui regroupe toutes ces fonctions-là. Maintenant, comme je disais hier, il y a la façon de faire qui n'a pas marché parce que en RDC, par exemple, quand ils ont créé l'autorité, ils ont dissous la direction. Alors que non, la direction doit rester avec ses prérogatives sur l'accès, avec ses prérogatives sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques. Ça, c'était la structure réglementaire. La véritable structure réglementaire dont nous avons besoin, c'est une autorité de réglementation pharmaceutique. Alors, nous avons ensuite le troisième type, ce sont les structures d'approvisionnement. Et quand nous avons fait l'approvisionnement, nous avons vu que l'approvisionnement se morcelle en plusieurs étapes. Nous avons dit que la première étape, c'était la sélection. Qui est responsable de la sélection? C'est la direction des pharmacies. C'est elle qui est responsable de ça. Donc, c'est elle qui élabore la liste des médicaments essentiels. C'est la sélection. Au niveau départemental, ça sera donc les unités de pharmacie au niveau des départements. Parce qu'on peut aussi avoir une liste départementale des médicaments essentiels. Comme on a vu, dans les hôpitaux, on peut avoir la liste des médicaments essentiels de l'hôpital, qu'on appelle liste des médicaments référencés. Et ça, c'est donc la responsabilité de la direction de la pharmacie. Deuxième étape, c'est la quantification des besoins. Ça aussi, c'est la direction des pharmacies qui est responsable de ça. Normalement, les formations sanitaires le font, mais sous la responsabilité de la direction des pharmacies. Et c'est la direction des pharmacies, normalement,
qui adresse ses besoins à la centrale d'achat pour dire voilà les besoins du pays pour l'année 2026. C'est la direction des pharmacies. Oui, on a dit qu'ils sont responsables de l'accès. Et l'accès, nous avons dit, il faut que nous ayons une sélection des médicaments. On doit identifier les médicaments nécessaires. Pour l'accès, on doit savoir combien de médicaments il nous faut. Et vous voyez donc, c'est eux qui sont les responsables. Et la troisième étape, c'est, on avait vu, c'est l'acquisition des médicaments. Il faut les acheter. Qui est responsable? C'est la centrale d'achat des médicaments. La CAMEPS dont on a beaucoup parlé hier. C'est elle qui est l'organe responsable des approvisionnements, des acquisitions de médicaments pour le pays. À côté d'elle, vous avez les grossistes privés. Ce sont ceux-là qui sont responsables au niveau central. Au niveau périphérique, bon, c'est les formations sanitaires. Parce que c'est eux qui peuvent commander. On a les hôpitaux généraux, par exemple, chez nous, qui peuvent commander les médicaments à l'étranger. C'est autorisé. Ce sont donc des structures d'acquisition du médicament. Alors, qu'est-ce qu'on va dire juste concernant ces structures d'approvisionnement? Lorsque nous sommes dans un système d'approvisionnement centralisé, on a une centrale au niveau national et c'est elle qui va distribuer les médicaments à toutes les formations sanitaires, avec toutes les lourdeurs dont on a parlé hier. Mais lorsqu'on a un système décentralisé, chaque niveau peut organiser ses propres approvisionnements. Nous avons dit hier que si on était en système décentralisé, et c'est ce que nous recommandons, c'est que nous ayons un système décentralisé d'approvisionnement qui soit adossé à la décentralisation du système de santé. Donc, le département du Niari va organiser ses approvisionnements, donc ses acquisitions en médicaments pour ses formations sanitaires. Le département des plateaux va organiser ses approvisionnements pour ses formations sanitaires. Ça, c'est le système décentralisé. Et à ce moment-là, bon, ça donne du bon travail à la direction des pharmacies qui va coordonner tout ça puisque ça fait partie de l'accès. C'est clair? Oui. Quand on a fait ça, vous ne verrez pas que la CAMEPS n'a pas de médicaments, donc il n'y a pas de médicaments dans tous les pays. Non. La CAMEPS va commander pour le pays. Mais elle se retrouvera comme en compétition maintenant avec les privés. Si elle a du bon médicament, moins cher, les dépôts départementaux dans les centrales départementales viendront chercher. S'il n'y en a pas, ben, elles iront chercher à Laborex ou à la CEP. Et dans nos formations sanitaires, il y aura toujours le médicament. Au lieu de faire, on va à la CAMEPS, il n'y en a pas et puis on est bloqué. Ah d'accord, bon, on dit pour le secteur précis, les établissements autorisés pour l'importation par l'autorité de réglementation peuvent commander. Ça, c'est les grossistes privés qu'on a. Pour que ces grossistes puissent commander, il leur faut une autorisation. Les médicaments sont des produits sensibles. Surtout que nous n'avons pas de laboratoire de contrôle qualité. La meilleure manière pour nous de nous assurer la qualité du médicament, c'est de veiller à ce qu'il soit dans des conditions où il ne va pas se dégrader. Et que si celui qui nous l'avait donné en bon état, au moins on peut se dire, on a tout fait pour qu'il reste en bon état. Maintenant, si ce qu'il avait donné était en mauvais état, bon, on a tout fait pour qu'il reste dans le même mauvais état. D'accord? Jusqu'à ce que nous ayons peut-être le laboratoire de contrôle. À ce moment, vous direz, bon, nous on les attend, on emmène l'échantillon. Si c'est pas bon, on taxe. D'accord? Alors, nous avons les structures de distribution. Et au Congo, nous avons 2 réseaux de distribution. C'est le réseau privé d'abord, qui est constitué des grossistes privés qui approvisionnent les officines. Et donc, les acteurs, c'est le grossiste privé et l'officine. Et nous avons le réseau public, lui, qui va de la centrale d'achat. Chez nous, passe par les pharmacies de district sanitaire avant d'arriver aux pharmacies des formations sanitaires.
Et c'est ceux-là qui constituent les acteurs. Mais vous avez suivi tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut avoir un système décentralisé. Et je vous ai dit que moi, je les encourage. À ce moment, nous aurons une centrale départementale qui va approvisionner les formations sanitaires. Mais à l'heure actuelle, chez nous au Congo, voilà les structures de distribution de médicaments. Au niveau central, public, c'est la CAMEPS, ce sont les pharmacies des districts sanitaires et les pharmacies des formations sanitaires. Pratiquement, chacune de nos formations sanitaires a une pharmacie, même si c'est juste le bureau du médecin où on a mis une armoire, mais c'est une pharmacie. D'accord? Nous avons dit que tout lieu où on stocke les médicaments est une pharmacie. Et normalement, doit être visité par l'inspecteur. Alors, il y a une chose qui est très importante. Nous évaluons la capacité, la performance d'un système pharmaceutique. Ce n'est pas en regardant ce qui se passe à la direction des pharmacies. Ce n'est pas ce qui se passe à l'inspection des pharmacies. Ce n'est pas ce qui se passe à la centrale d'achat. Mais c'est ce qui se passe ici, au niveau du point de dispensation, c'est-à-dire là où le malade vient prendre le médicament pour boire. C'est donc, pour nous, l'acteur le plus important du système pharmaceutique. Le point de dispensation, c'est-à-dire la pharmacie du CECI ou la pharmacie privée. Tout ce qu'on fait en amont, c'est pour que ceux-là puissent avoir du bon médicament, du médicament qui ne coûte pas cher et du médicament qui est toujours présent. Donc, si je veux aller mesurer la performance de mon système, il faut que j'aille là-bas pour vérifier quels sont les médicaments qui sont présents. Est-ce que ces médicaments sont de bonne qualité? Est-ce que ces médicaments coûtent cher? Alors, ce qui nous reste, on avait dit, on avait 4 types de structures. Ce sont les structures d'utilisation. Les structures d'utilisation, c'est à nouveau les formations sanitaires. Vous voyez que les formations sanitaires sont dans les structures de stockage, les structures d'utilisation, que ce soit les privés ou les publics. Mais les agents de santé communautaires sont pour nous également des acteurs d'utilisation parce que eux vont donner les médicaments aux malades. Donc, ne les oublions pas. Les agents de santé communautaires. Nous avons dit que les yeux également faisaient partie du système pharmaceutique. Et nous avons nous-mêmes, les consommateurs. Nous utilisons le médicament, n'est-ce pas? Ça veut dire que nous sommes, nous aussi, des acteurs du système pharmaceutique en tant que consommateurs du médicament. Et donc, la direction des pharmacies qu'on a vu au départ doit veiller à ce que les formations sanitaires, que les relais communautaires, donc les formations sanitaires à travers les prescripteurs, les dispensateurs, les relais communautaires et nous-mêmes doivent veiller à ce que nous utilisions bien le médicament. Si nous utilisons mal les médicaments, c'est leur responsabilité. D'accord? C'est quelque chose qu'on oublie. Les gens croient que quand le médecin écrit mal, là, qui est responsable de ça? On va dire que c'est l'ordre des médecins. N'est-ce pas? Sinon, c'est la direction des pharmacies. Vous qui travaillez avec eux, est-ce que vous vous préoccupez de la qualité des ordonnances? Non. Parce que vous dites, ça ne nous regarde pas.
N'est-ce pas? Mais si on utilise mal le médicament, qui est responsable? C'est vous. Pas les résultats des examens. Bon, aujourd'hui, du point de vue biologique, d'accord? Si on rédige mal une ordonnance qui va au laboratoire, on n'arrive pas à la déchiffrer. Ça vous inquiète ou pas? Est-ce que vous vous en préoccupez? Est-ce que vous avez déjà, quand vous êtes parti inspecter dans votre laboratoire, vous avez regardé les ordonnances? Non, non, je dis les ordonnances. Parce que le médecin, il prescrit une ordonnance. Et c'est au laboratoire qu'on établit le bulletin. Cette ordonnance. Est-ce que ça c'est... Est-ce que là, on veut vraiment que la personne prenne bien le médicament? Aurelox 200 mg comprimé, n'est-ce pas? Mais en bas, Giflori... Je sais pas. Je sais pas si ça c'est un G, Y. F-L-O... Giflori. Ovule. Vous voyez pas qu'on doit se préoccuper, non? On doit se préoccuper. Parce que celui-là, il va boire il va boire quoi comme médicament? Il n'aura pas du mal. Et il va dire, il n'y en a pas. Ça, je prends une autre ordonnance. Oui, un comprimé par jour pendant 3 jours. N'est-ce pas? Coarina Tadiut, Fleming, tout ça c'est bon, Bruston. En bas, ici, là. Solifère. Si je vois solifère, il y a un sirop qui s'appelle solifère. Mais vous voyez solifère gel, une application. Est-ce que ça existe? Surtout que maintenant, vous savez que maintenant, avec la multiplicité des formes génériques, les noms sortent tous les jours. Qu'est-ce que le malade va faire? Et on peut continuer si vous voulez. On a toute une collection. Voilà, vous vous souvenez de Polyginax comprimé? Vous avez dit que je vous racontais des histoires. Ça y est, là, d'ordonnance. Un comprimé par jour, soir, pendant 14 jours. Polyginax comprimé. Alors, le nom est caché. D'accord? Bon, le prénom, c'est vouloir. Donc, on ne peut pas, comme on ne met pas le sexe. Quand on fait nos ordonnances, on met le nom, on met le prénom, on ne met pas le sexe. Quand ils sont gentils, ils peuvent mettre madame, mais sinon, donc, monsieur ou madame, je ne sais pas qui vouloir, a eu cette ordonnance-là. Non, attendant. Polyginax. Normalement, quand je me dis, c'est une dame. Oui, mais comment elle va boire ce comprimé-là? N'est-ce pas? Je vais continuer. Je saute métronidazole. Je viens en bas, c'est quoi? Vous êtes sûr? Vous connaissez ce médicament? Vous connaissez ce médicament-là? Citael. Si j'ai vu Polyginax, je vais immédiatement penser à Citéal. Mais est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Surtout qu'on n'a même pas dit comment on utilise. Lotion. Je fais quoi? Donc, c'est vous dire que les autorités en charge doivent se soucier de la qualité des ordonnances qui sont prescrites. Puisque nous n'avons pas encore une autorité établie, ça revient à qui? À l'inspection. Vous devez voir ça.
Vous devez voir ça. Parce que ça, là, c'est suffisant pour tuer quelqu'un, là. N'est-ce pas? Je ne veux même pas dire de prolonger la maladie de quelqu'un. Mais ça peut aller jusqu'à la mort. D'accord? Alors, pour terminer, nous avons un certain nombre d'acteurs qui sont comme, on a dit, les oreilles, qui sont comme le nez et qui vont participer justement à améliorer l'accès aux médicaments. C'est d'abord les structures de production. Chez nous, on a dit on n'en a pas, mais on oublie souvent. Parce que nous avons dit, et même moi-même, je le répète, après je me rappelle, le Centre national de transfusion sanguine fait partie des industries pharmaceutiques. Parce que le sang est un médicament. D'accord? Donc, il faut intégrer cela. Cela veut dire que dans vos missions de contrôle, vous devez aller contrôler les synthèses. Ce que je suis sûr, vous n'avez jamais fait. Il faut les prendre comme des acteurs. Mais nous avons aussi comme acteurs les structures de formation qui participent à la formation de tout ce personnel pharmaceutique et parapharmaceutique. Et on a une responsabilité dessus. Parce qu'il faut qu'on s'assure aussi que la formation qu'il donne est une formation de qualité pour pouvoir garantir l'accès aux médicaments. Parce que s'ils ne savent pas comment, on assure une bonne quantification en médicaments pendant qu'ils sont formés. Mais quand ils seront sur le terrain, ils vont faire quoi? N'est-ce pas? C'est des choses que... Parce que ce sont des acteurs du système. Les institutions de recherche, on venait d'en parler, qui font les essais cliniques et tout, là, les institutions de recherche, ce sont des acteurs du système pharmaceutique. Et aussi, important, les agences de coopération et d'assistance technique. Ce sont des acteurs, parce que c'est eux qui viennent vous donner les orientations, qui viennent vous donner des conseils, parfois même qui vous apportent des médicaments. Je viens de poser la question, il y a des médicaments à l'OMS, non? Oui. Ça veut dire que l'OMS est un acteur du système pharmaceutique. Et donc, tout cela devait être coordonné par qui? La direction des pharmacies. Et contrôlé par qui? L'autorité de réglementation pharmaceutique. Et pour l'heure, l'aspect contrôle, puisque nous n'avons pas d'autorité, est assuré par qui? Par l'organe en charge de l'inspection pharmaceutique. C'est clair pour tout le monde? Maintenant, on sait à quoi sert chacun. On sait à quoi sert chacun. Si nous avons la chance de nous retrouver dans une structure de stockage, nous savons quelle est notre responsabilité. Une structure de gouvernance, nous savons quelle est notre responsabilité. Une structure réglementaire, nous savons quelle est notre responsabilité. Nous allons marquer notre pause et nous allons revenir maintenant pour regarder un aspect de terrain parce que vous avez réfléchi. Tout ce que vous avez fait là, vous étiez dans les bureaux. Mais vous devez sortir quand même des bureaux pour aller sur le terrain. Qu'est-ce qui peut être attendu de vous? Parce que vous êtes des cadres quand vous allez sur le terrain. Est-ce que c'est pour aller vendre des médicaments? Est-ce que c'est pour aller passer la serpillière? C'est par ça que nous terminerons notre séminaire cet après-midi.